On dit souvent, hein, dans le monde actuel, là, on parle de décarboner l'économie. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Alors moi, je suis bêtement scientifique et je pose une question. Est-ce que c'est le bon verbe? Est-ce qu'il faut vraiment décarboner l'économie? Ben non, en fait, il faut réduire les émissions de CO2. Donc en fait, il faut plutôt décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Là, on sera d'accord. Décombustionner l'économie. Par contre, il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il y a une inversion dans le monde agricole qui est très joyeuse, hein, finalement. C'est qu'on est en train de quitter le monde de la performance où on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production, pour basculer dans un monde plutôt de l'agroécologie, de l'agroforesterie, des jardins créoles dans les Caraïbes, enfin des permacultures, enfin toute une zoologie de solutions basée sur de la biodiversité cultivée, où on va plutôt se demander comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est l'inverse. Quand on bascule de la performance à la robustesse, on inverse absolument tout. Donc ça veut dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie ne vise plus le rendement maximal, il vise le rendement stable. Et du coup, pour ça veut dire qu'il fait de la biodiversité cultivée pour maintenir l'hygrométrie de ses sols, des insectes auxiliaires, des mélanges variétaux. En fait, ça, c'est le monde de la richesse des interactions. Le monde de la performance, c'est le monde de l'autoroute, le monde de la pauvreté des interactions. On veut absolument arriver à destination. Hein. Comme me disaient des proches, il n'y aura pas de survivants. Hein. Donc, la vie, c'est le chemin, hein. C'est pas la destination. Hein. Enfin bon, voilà. Donc l'agriculture nous le dit aussi. Alors un autre exemple aux marges, c'est le tour réparable. Le tour réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparation de ses produits. Il y a plein de choses, hein. Des pulls, des jeans, de l'électronique, des véhicules intermédiaires. Alors les véhicules intermédiaires, c'est un truc assez sympa. Ça, c'est des véhicules qui sont réparables, interopérables. Et alors donc du coup ça redonne du sens à ce que c'est qu'un garagiste, parce que quand il répare une voiture, vraiment il répare une voiture, il met pas juste une plaque d'électronique dans un véhicule. Et puis surtout ce projet-là c'est là où on voit que les entreprises commencent à s'autoriser à désobéir au catéchisme performant. Je pèse tous les mots parce qu'en fait ce qu'ils font, c'est pas un appel à projet, c'est un appel à commun. En fait, toutes les entreprises qui participent à ce projet-là, de faire des véhicules intermédiaires, partagent intégralement leur modèle économique. Donc ça, le fait que les entreprises le font, ça dit des choses quand même. Ça veut dire qu'en fait, on commence à sortir de la compétition débridée. Non, la concurrence libre et non faussée, elle n'existe plus en fait quand on réfléchit bien. Ça n'a plus aucun sens. La concurrence libre et non faussée, ça n'a de sens que si le monde est stable et abondant en ressources. Ça n'a aucun sens dans un monde fluctuant et en pénurie chronique de ressources. Évidemment qu'on fait pas d'entente, on fait de l'entraide. Donc il n'y a pas de concurrent. Donc voilà, on passe de l'appel à projet à l'appel à commun. Voilà, ça existe déjà. C'est pas une fiction, hein, ça se fait maintenant. Quoi. Voilà, donc le tour réparable, c'est une belle illustration des marges et ça va très vite. Et puis c'est surtout cet exemple-là vous montre aussi que c'est pas, en fait, les entreprises qui basculent dans le tour réparable, c'est pas par vertu sociale ou écologique en fait. C'est très pragmatique. C'est juste économique. Dans un monde fluctuant, on peut très bien imaginer que la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine. C'est ça, le monde fluctuant. Donc, du coup, la Chine ferme ses frontières. Et si mon entreprise dépend d'un bien fabriqué en Chine, je mets la clé sous la porte. Sauf si j'ai développé la réparation territoriale. Et là, je peux garder une activité. Donc, en fait, tout s'aligne. Il n'y a pas d'opposition, finalement. Allez, un petit dernier exemple pour les ingénieurs, ou peut-être avant-dernier exemple, pour les ingénieurs là-dessus. Là, en fait, ce qui nous arrive, finalement, c'est aussi un moment où on va reconsidérer nos liens aux ressources. On dit souvent, hein, dans le monde actuel, là, on parle de décarboner l'économie. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Alors moi, je suis bêtement scientifique et je pose une question. Est-ce que c'est le bon verbe? Est-ce qu'il faut vraiment décarboner l'économie? En fait, quand on décarbone l'économie, et je pense que Aurore Stéphan le dira mieux que moi dans quelques mois, en fait, quand on décarbone l'économie, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le pétrole par des métaux. Et donc, par exemple, la batterie au lithium, alors, pourquoi pas qu'il y ait quelques batteries au lithium, mais si ça se généralise, la batterie au lithium, le bilan socio-écologique de la batterie au lithium, il est terrible. Les mines de lithium, le cobalt qui vient du Congo, 57% du cobalt vient du Congo. Enfin, vous voyez bien ce qui se passe au Congo en ce moment. Enfin, c'est complètement, c'est fragile d'un point de vue géopolitique, social, écologique, quoi.
Donc en fait, est-ce qu'il faut vraiment décarboner l'économie? Ben non, en fait, il faut réduire les émissions de CO2. Donc en fait, il faut plutôt décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Là, on sera d'accord. Décombustionner l'économie. Par contre, il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il faut remplacer le pétrole et les métaux par des molécules biosourcées. Il faut recarboner l'économie. C'est le contraire. C'est que le carbone, c'est l'atome de la vie. C'est l'atome magique. C'est ce qui permet que tout est circulaire. Donc si vraiment on veut faire de l'économie circulaire, si on est sérieux sur l'économie circulaire, il faut que ce soit de la bioéconomie circulaire. Alors pas intégralement, mais beaucoup de bioéconomie circulaire. Et donc remplacer beaucoup d'objets qui sont faits avec du pétrole et des métaux par des molécules biosourcées qu'on ne brûle pas. Donc là, vous avez un exemple. Lignia en Suède, ils font des batteries à base de lignine. Donc la lignine, c'est ce qui reste quand vous prenez un morceau de bois, vous avez extrait la cellulose, vous faites du papier avec la cellulose, et avec le reste, en général, on fait que le brûler et on le valorise en énergie, quoi. Là, eux, ils le brûlent pas, ils font des films de lignine et ça stocke l'électricité. Et donc là, on a fabriqué une batterie produite localement, entièrement biodégradable. Alors, elle est beaucoup moins performante que la batterie au lithium, hein. Faut pas rêver, hein. Voilà, toujours pareil, hein. Compromis et performance robustesse, hein. Mais par contre, elle est produite localement, voilà. Alors, là aussi, petit bémol supplémentaire, je suis pas en train de vous dire qu'on va faire pousser des forêts pour faire pousser des batteries, hein. On est bien d'accord, hein. Il y a une question juridique, légale là-dedans, c'est que la biomasse que l'on produit sur Terre, nous, les humains, elle doit d'abord revenir au sol. Elle doit servir les services écosystémiques, la biodiversité, nourrir les écosystèmes, d'abord. Ensuite, nourrir les humains, et dans le reste, ok, là on pourra faire des biomatériaux. Donc là c'est l'exemple de la batterie, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a des peintures biosourcées, il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant avec, on peut stocker les données numériques dans l'ADN. Enfin, le monde qui va venir, le 21e siècle, sera passionnant de ce point de vue-là, parce qu'on va voir vraiment un changement complet de nos rapports aux objets, des objets réparables et des objets biosourcés. Ça va quand même, et ça commence déjà en fait. Alors du coup, voilà, j'arrive sur ma diapo sur les ingénieurs. Les ingénieurs vont changer de métier. C'est qu'en fait, ils vont avoir les mêmes savoirs scientifiques, les maths, la physique, tout ça, les sciences sociales, ça change pas vraiment. On est de la même base, mais par contre, ce qui va changer, c'est le sens des technologies qui va changer. Dans le monde de la performance, un ingénieur, c'était quelqu'un qui faisait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Le mot ingénieur, hein, et je dis ça pour le gouvernement apparemment wallon qui disait qu'il veut faire un gouvernement d'ingénieurs. Le mot ingénieur, c'est un mot de la fin du Moyen-Âge qui dit celui qui fait des engins de guerre, qui fait des catapultes et des fortifications. Alors moi je sais pas, je ferai pas trop un gouvernement d'ingénieurs, hein. Donc ça c'est, mais de nouveau on retrouve le lien entre performance et violence. Ça marche à tous les coups, hein. Donc du coup, les ingénieurs qui viennent, ce seront des ingénieurs de la paix, pas de la guerre, des ingénieurs de la paix. Donc du coup, c'est quoi les ingénieurs qui viennent? C'est des ingénieurs qui vont développer des solutions robustes. Alors des solutions robustes, c'est quoi? C'est de surtout pas chercher la solution la plus performante, qui sera surtout la plus fragile. On va plutôt chercher à faire de la technodiversité. Un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et il faut que ce soit que des solutions robustes. Et en plus, on vise l'autonomie technique des citoyens. Il faut que dans le territoire, la solution technique soit réparable, adaptable, appropriable, évoluable par les citoyens, par l'entreprise locale, par la sauce locale. Voilà. Là, ça marche. Ça, c'est robuste. Et vous voyez que le monde de la robustesse n'est pas technophobe. C'est le monde de la performance qui est technophobe, hein. Ça, c'est le pire hold-up qu'on a vu, quoi. C'est le monde de la performance, on pense que c'est technophile. Non, c'est technophobe. Parce que dans le monde de la performance, quand on développe une nouvelle technologie très performante, elle écrase les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et en plus, à chaque fois, on augmente la distance entre le citoyen et la technologie. C'est doublement technophobe. L'exemple typique, hein, c'est que ici, personne n'est capable de réparer son smartphone, alors que c'est devenu une quasi-prothèse numérique. Ça, c'est technophobe, littéralement. Dans le monde de la robustesse, alors, s'il y a une nouvelle technologie et qu'elle est robuste, on garde, hein, l'impression 3D, par exemple, si ça peut rendre des objets réparables à vie, on garde, hein, très clairement. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue, du pisé ou ce qu'on veut, quoi. Voilà, on va tout garder. Tout ce qui est robuste, on garde. Et en plus, on veut que ce soit des solutions qui soient gérables par les citoyens. Donc, c'est vraiment doublement technophile.
Voilà, donc on a réconcilié Ivan Illich et la technique grâce à la robustesse. Et alors du coup, un petit voilà, bon équilibre. Donc on arrive à un moment de bascule finalement. Nous, les humains là, jusque-là, on a plutôt été dans l'illusion du monde stable parce qu'on avait beaucoup de pétrole, beaucoup de métaux, beaucoup de Deliveroo. Voilà, on avait beaucoup de ressources et du coup, on pouvait se permettre de faire de la performance tout le temps. Et puis quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Aujourd'hui, là, on rentre dans la polycrise, dans la permacrise, dans le monde fluctuant. Et du coup, on va plutôt faire de la robustesse tout le temps. Et de temps en temps, on va autoriser la performance. Donc c'est l'inverse, c'est un mouvement de bascule. Et donc, encore une fois, c'est pas pour vous dire qu'on va arrêter d'être performant. Il y aura toujours de la performance, mais ce sera exceptionnel. Ce sera plutôt la robustesse par défaut. La robustesse d'abord. Et c'est vraiment une nouvelle grille de lecture.